Donc j'ai assisté comme rapporteur à une table ronde qui au départ ne m'intéressait pas particulièrement, j'en suis désolée, mais qui m'a passionnée à la fin. Il s'agissait de la simulation. Pourquoi il manque les intervenants là? Il me manque quelque chose. Bref, ça fait rien. Donc le contexte de la simulation, le titre était « Mannequin haute fidélité, outils d'entraînement, jeux de rôle, monde virtuel, bienvenue dans l'univers de la simulation » et que c'est une façon que tous les intervenants ont repris pour dire que finalement, les mannequins de simulation, y compris de haute fidélité, n'étaient que des outils dans un projet pédagogique, avec des objectifs pédagogiques précis. Donc la table ronde était... voilà. La table ronde était modérée par le professeur Bertrand Lude et sont intervenus successivement Jean-Luc Christophe, qui était commandant de bord chez Air France, le docteur François Lecomte, qui est un passionné de la simulation haute fidélité et qui lui pense que c'est une révolution effectivement, Caroline Siasny, qui est psychologue à la CUM de Strasbourg sur l'utilisation du jeu de rôle, le docteur Truchot-Cardo chez la Herdal, qui nous a fait un exposé très intéressant sur l'avenir et surtout sur l'actualité des simulateurs haute fidélité. Et le docteur Thierry Potcher qui a fini à propos de la mise en place du centre de Strasbourg sur objectifs, avantages, inconvénients, potentialités. Alors que s'est-il dit? Tout d'abord, en aéronautique, du bricolage à la sophistication, les simulateurs ont évolué en même temps qu'évoluait leur utilisation pédagogique en entraînement. Les simulateurs en aéronautique servent à l'entraînement au pilotage, ils servent à l'entraînement, à la maîtrise de toutes les procédures face aux aléas prévisibles, bien que ça soit un peu contradictoire, les aléas de panne, les aléas de manque de visibilité, de terrain difficile. Ça a amené à réduire à la fois les coûts financiers, le temps de formation et bien sûr à augmenter la fiabilité des vols en même temps que augmenter la fiabilité des aéronefs. Mais on a vite buté sur quelque chose qui reste un problème, c'est le challenge du facteur humain, avec les problèmes de représentation, de communication dans l'équipe, de leadership, de stress, d'erreur, qui interfèrent avec toutes les décisions du pilote et qui n'étaient pas vraiment gérées par les anciens, par les simulateurs. D'où l'indispensable entraînement à la gestion de ces facteurs et l'utilisation des simulateurs de haute fidélité, de très haute fidélité, dans des scénarios complexes, au plus proche de la réalité, avec intervention de débriefing. C'est-à-dire que déjà, on voit intervenir l'idée que le simulateur n'est qu'un outil, mais qui peut être utilisé aussi pour gérer la gestion des facteurs humains. Puis le docteur François Lecomte a commencé par nous expliquer quelque chose qu'on a beaucoup entendu ici et qui n'est pas la première fois avec le patient, en insistant sur le fait que les choix des outils de simulation dépendaient des objectifs pédagogiques. On peut faire de la simulation sur papier pour la gestion de crise, des jeux de rôle, travailler sur ordinateur, avoir des simulateurs basse fidélité et haute fidélité. Il souligne que le simulateur haute fidélité intègre la gestion de facteurs humains, pour peu qu'il soit bien piloté. Il permet le pilotage à distance par le formateur et une contextualisation professionnelle. Effectivement, on peut adapter l'environnement, on peut introduire une évolution de l'état du patient, injecter aussi des facteurs déstabilisants, donc qui permettent de gérer le facteur humain. Et puis, ça peut permettre aussi ce qu'il appelle des simulations composites, qui est une notion intéressante, avec un circuit de patients qui permet de passer, par exemple, d'un simulateur haute fréquence... excusez-moi, je suis très branché radio, là. Un simulateur haute fidélité, prise en charge aux urgences, jusqu'à la simulation d'une coronarographie en salle de coro, avec tout le circuit du patient et un débriefing intéressant de la gestion des équipes. Bon, les moins... C'est cher, c'est gourmand en formateur et en temps, puisqu'il faut un formateur pour cette intervenance. Ça peut manquer de réalisme, la couleur, l'œdème, tout ça. Les scénarios sont parfois peu réalistes. Et il y a un risque d'apprentissage négatif. Mais les plus l'emportent à son sens, parce qu'il n'y a pas de risque. C'est très efficace. Là, il y a une grande richesse de scénarios possibles, et c'est à la fois un outil de formation, d'évaluation et de recherche, ce que reprendront plusieurs intervenants. Mais il faut former les formateurs. Il faut préparer les simulations, il faut avoir des objectifs pédagogiques, les ressources humaines et les ressources matérielles qui vont avec, et un environnement rassurant, parce que c'est stressant. Il soulignait l'importance du débriefing, que ce soit un débriefing des gestes, mais aussi des débriefing du comportement.
Il faut adapter le mode de simulation aux objectifs. Un simulateur haute fidélité est donc, en résumé, un outil de formation, d'évaluation, de recherche. C'est aussi un outil transculturel, ce qui nous permet de parler avec nos voisins, puissant et multiface. Je passerai relativement rapidement parce que c'est quelque chose qu'on connaît quand même pas mal sur l'intervention de Caroline Stiasné qui parlait du jeu de rôle pédagogique, juste pour rappeler que ça cible les attitudes, les comportements plus que les connaissances, qu'il faut mettre en situation professionnelle vraisemblable, intervenir sur la vraisemblance, que ça doit être bien préparé et que surtout, encore une fois, importe le débriefing avec l'auto-analyse qui est favorisée, le feedback des pairs et la critique constructive du formateur. Je suis désolée, c'est long, mais ils ont tous beaucoup parlé. Le docteur Truchot-Cardo nous a ensuite fait une intervention très intéressante, puisqu'a priori, la question qui lui a été posée a permis à l'industrie de réfléchir à des questions qui ne s'étaient peut-être pas complètement posées. Donc, que seront les simulateurs haute fidélité dans 10, 20 ou 50 ans? Du point de vue de l'industrie, c'est clair, il faut qu'il y ait une pertinence commerciale. Un simulateur, c'est 10 à 15 ans de développement, donc ça a un coût. Il faut, d'autre part, du point de vue éducationnel, un simulateur prend place dans un curriculum. Dans un curriculum, il y a des objectifs pédagogiques. Ces objectifs vont avec un contenu pédagogique, et c'est de là que part le développement des outils. Pour assurer la pérennité des simulateurs, il faut... Alors là, ça, c'était très clair. Il faut intégrer réglementairement la simulation dans les curriculums, et elle donne l'exemple de la volonté politique des anglo-saxons, pour qui la simulation fait partie intégrante et chiffrée des curricula, d'ailleurs on dit. Quelle fidélité pour quels apprenants? L'objectif, c'est de viser le point de meilleure efficience dans l'apprentissage. On ne fait pas de la haute fidélité pour des novices. Et avoir un mode de simulation adapté au contexte spatio-temporaire, c'est-à-dire que, ou temporel plutôt, c'est-à-dire que entre partout et tout le temps, c'est-à-dire la vidéoconférence par exemple, partout à un moment, les serious games, enfin bon, je ne fais pas tout parce que c'était très... Et surtout ce qu'elle a souligné, une chose intéressante, c'est le simulateur intelligent, qui permet d'avoir un cursus personnel avec un portfolio dans le simulateur. Et c'est une notion qui m'avait bien accroché. Quelles sont les évolutions technologiques souhaitables? La réponse, c'est ce qui sera utilisé et pas ce qu'imaginent les précurseurs. Voilà. Donc c'est ceux qui ont des super géniales idées mais qui seront utilisés qu'à 10%, c'est pas ce que fera l'industrie. Enfin, le simulateur, c'est un outil pédagogique répondant à des objectifs pédagogiques. Ça, c'est très clair. Je termine par l'intervention du professeur Potcher, qui crée le centre de simulation à Strasbourg. Pour imaginer et créer un centre de simulation, il souligne l'importance d'un groupe multidisciplinaire. Un centre de simulation doit être ouvert aux différentes spécialités médicales et aux différents métiers en lien avec la santé. Il permet d'intervenir à tous les niveaux de la formation. C'est un outil non seulement de formation, mais aussi de recherche pédagogique. Là encore, c'est souligné. Et il faut multiplier les interfaces avec d'autres domaines. J'ai quand même ainsi noté que le prochain site serait proche de l'école d'ingénieurs biomédicaux à Strasbourg. Il y a des problèmes, c'est vrai, le coût, le temps et la motivation, la pédagogie. Il y a des réponses et des solutions possibles. La multidisciplinarité, l'ouverture à toutes les spécialités médicales, la formation des enseignants, bien sûr. Et sur le plan finance, il soulignait qu'il y a un public d'apprenants demandeurs, par exemple les médecins généralistes, et que ces gens-là vont là où il y a de l'offre, et que c'est peut-être aussi une possible valorisation financière de l'outil que l'on crée. Je vous remercie de votre attention.